Bienvenue dans le Jardin des Sources, un lieu où la pensée s'invite à de nombreux questionnements, loin des certitudes qui conditionnent les hommes à l'exil d'eux-mêmes. Ici, nous cherchons, nous interrogeons, nous écoutons. Car penser, c'est revenir aux sources, celles du langage, de l'expérience, du doute, de l'émerveillement. Animé par un échange entre Pierre et Hugo, un binôme justifié par une curiosité naturelle pour la vie des hommes, ainsi qu'une sincère amitié. Si vous voulez participer à l'émission en nous soumettant vos questionnements, c'est possible. Il suffit pour cela de nous contacter par mail ou via nos réseaux qui se trouvent en description du podcast. Nous tenterons d'intégrer vos questions en fonction de leur pertinence contextuelle. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Poussez la porte, le Jardin des Sources vous attend. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode du Jardin des Sources. Comment ça va, Pierre ? Très bien, très bien. La forme ? J'ai la pleine forme. T'as fait un peu de musique hier ? Oui. Avec Hugo, on a fait tu le connais ? Ouais, un peu chiant. Non, pas un peu. Non, ouais, on s'est éclaté. Enfin, je pense qu'on a été... C'est un moment où tu sens que je l'ai ressenti comme ça, accidentellement. Tu fais plaisir aux gens. Et c'est un bonheur formidable quand il n'y a pas d'intérêt, de projet. On ne sera jamais des professionnels, en tous les cas, de ça. Mais on peut y trouver un réel plaisir à partager avec les autres. Mais bon, on en reparlera, mais tu soulignais que c'était immédiatement récupéré par l'équation et l'inéquation du cadre administratif, municipal, etc., etc. Et bien sûr, la normalisation voilà. Qui tue dans l'œuf tout aspect vivant et naturel d'un acte. Voilà, tu l'as dit, cette espèce d'inopportunisme de l'amour. L'amour comme un exil dans un monde qui ne supporte pas en raison de sa fragilité. C'est un peu le... Et en parlant de l'amour, justement, on a eu quelques commentaires sur l'épisode précédent qui s'appelait le théâtre de l'amour. Et du coup, je vais les lire, profitons-en. Avec plaisir. Nous saluons d'ailleurs toujours nos auditeurs et comptons toujours sur vous pour nous écrire. Ça nourrit toujours nos discussions et nos réflexions. Alors, on a eu un message de Gaylor. La normalisation de l'enfant dès son plus jeune âge, j'en parlais ce matin avec ma femme, c'est fou d'agir comme ça avec un enfant de génération en génération, début de la maladie. Et oui, qu'est-ce que ça t'inspire le fait que ce soit intergénérationnel finalement. C'est un passage de relais de la maladie. Alors je réponds à Gaylor, que j'embrasse, que rien ne nous oblige à participer dans une complicité avec celui précisément qui nous a mis sous une contrainte et un objectif qui était très éloigné de nous-mêmes. Je pense que c'est ça que Gaylor veut dire, et il a raison. C'est vrai, c'est puissant. Cette norme qui nous détermine dans l'exil de nous, c'est très puissant. Mais je dis à Gaylor, révolte-toi d'une manière pacifique, Gaylor, ne sois pas violent. Avec un usage de la force modéré. Non, toujours dans la modération, Gaylor, comme on le connaît si bien. Voilà, et on l'embrasse parce qu'on l'aime d'une certaine manière. Quand il est lui-même, c'est quelqu'un de riche. C'est vrai. Et on a eu aussi un commentaire de Maëva, donc suite au podcast précédent, tellement vrai. Cet épisode, je trouve, résume parfaitement l'être en soi. Je me retrouve dans tous ces mots exprimés par Pierre et Hugo. Bon, j'ai pas dit grand-chose, moi j'étais plutôt aux fraises. Mais surtout dans tous ces mots MAUX qui nous conditionnent hors de notre vérité. Le vrai amour, finalement, n'est souvent pas celui qu'on croit. Oui, c'est très vrai ça. Je pense que c'est pas celui qu'on croit. Et je me dis, si elle pense que ça change quelque chose, je peux lui dire oui, ça change quelque chose, mais pas ce que l'on croit. C'est-à-dire, et c'est là que c'est quelque chose d'important, tu ne peux plus agir d'une manière à disparaître à tes propres yeux, et de manière donc à éteindre peut-être une souffrance ancienne. Tu peux le faire, le théâtre, la scène peut se jouer, si tu es dans la présupposée ignorance de la réalité que tu exprimes. Mais dès que tu sais ce que tu fais, tu ne peux plus agir
la disparition organisée de toi-même d'une manière comme s'il ne s'était rien passé. La seule connaissance de ça fait qu'on ne revit pas les mêmes choses de la même manière. Et on ne peut plus les vivre, je veux dire, de cette manière-là, qui est une blessure faite à l'être en soi. J'en ai assez parlé, pas mal parlé. Je veux dire, d'où l'importance de savoir. Pas ce qu'en fera Maëva, je suppose. Je suppose qu'elle va l'utiliser sûrement. Mais quand elle exprime ça, ce qu'elle dit aussi, c'est que je sais. Mais ça change pas grand-chose si ça change tout. Parce qu'elle pourra faire comme moi ou n'importe qui les mêmes âneries, mais elle saura que ce qu'elle fait, c'est... Mais tiens donc, mais qui voilà? Je crois que nous avons Maëva. directement Maëva qui rentre dans l'épisode. Alors, On parlait de vous, tiens, viens Maëva. mais malheureusement, sans les effets techniques, sa participation ne pourra pas être directe. Ah, mais... Viens, Eh oui, viens, bon, assieds-toi. alors Maëva sera notre notre spectatrice silencieuse aujourd'hui, car nous n'avons pas de micro, de troisième micro, donc sur le plan technique, on est désolé. Oui, elle aurait bien voulu s'exprimer, mais elle participera à l'épisode. Répéter ta question. Donc on était en train de répondre à son commentaire, littéralement. Et donc, Pierre, qu'en disais-tu pour finir? Je disais que de savoir la chose que l'on fait, qui est ce travail tellement imperceptible de l'exil de soi, on ne peut pas comme ça concevoir que les choses sont différentes, mais on ne les vivra jamais de la même manière. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on porte en nous la connaissance de ce qui est mal pour nous. C'est pas le bien ou le mal, parce qu'elle aime bien la morale, je crois, Maëva. Mais c'est surtout parce que c'est mal pour nous. Et ce désir de s'accompagner, de prendre soin de soi et de tendre à être heureux, je trouve que c'est un magnifique projet. Mais ça veut dire qu'il passera par la connaissance que, justement, il y a certaines de nos actions qui sont une manière de disparaître à ses propres yeux et donc de se faire une blessure difficile à réparer après, mais qui se répare tout de même par le seul fait que l'on sait la même où on ne savait pas. C'est là où l'inconscient en général dirige la plupart de nos gestes. Oui. Il y a un travail sur l'inconscient, dans le conscient, qui permet justement de lutter contre. Je suis de ton avis. Et ce travail de la faire émerger, c'est le projet de la psychanalyse, mettre en mots cet inconscient qui va déterminer nos vies, en fin de compte, et que l'on croit, nous, calmer dans une espèce de retrait, et qui va, dans le fond, nous imposer des conditions de vie et d'expression de nous-mêmes qui seront à notre détriment, puisque ce seront des blessures, et que les blessures ne tendent pas vers le bonheur. N'est-ce pas, Maëva? Oui. Tu peux dire oui. Personne Non, n'entend. elle ne peut pas dire oui non plus. Oui, Elle ne peut rien dire, le silence est imposé. C'est agréable, hein, quand même. Ouais. C'est pas mal, ouais. Mais ce chemin, il se fait dans une certaine solitude. Complètement. Volontaire. Complètement. Et aujourd'hui, on voulait soulever donc un sujet à propos de la solitude, c'est la notion de liberté. Comment est-ce qu'on trouve la liberté finalement? Est-ce que c'est dans une certaine solitude? Qu'en penses-tu, Pierre? Je pense que c'est indéniable que c'est la solitude, c'est cette séparation avec le projet oedipien de devenir l'objet du soi-disant amour de ses parents. Il y a une parole évangélique que je trouve magnifique mais étonnante, parce que normalement on ne parle que d'amour dans ces textes-là. Et à un moment donné, Jésus dit aux apôtres, « Qui ne hait pas sa famille ne peut être mon disciple. » Comme s'il y avait une naissance de lui. Alors, le mot « haïr » est un hébraïsme, ce qu'on appelle. Il n'est pas comme nous le pensons, nous, une espèce de mauvais sentiment de colère. Mais il est certain que la clé, alors c'était le projet de la psychanalyse, c'est le centre de notre naissance et la séparation. Quand on ne peut plus être, ou on ne veut plus être, l'objet déterminé de ceux qui nous ont soi-disant aimés comme
objets soumis à leurs désirs à eux. Et comme je le répète très souvent, donc je prends le risque de me répéter tellement je trouve ça beau, je repense à Françoise Dolto, on est toujours l'objet du désir des autres, on ne peut être le sujet que de son propre désir. Donc tu poses la question qui est centrale du désir. Si on prend Spinoza, le désir, c'est l'effort que fait l'homme de persévérer dans l'être. Mais c'est vrai que la permanence de notre désir est le chemin qui s'ouvre vers le chemin vers soi. Et c'est très curieux que ce soit l'éclat en hébreu, c'est-à-dire va vers toi-même. Où on prend par exemple un texte du Cantique des Cantiques, un poème d'amour, qui dit « Ma bien-aimée, va vers toi-même ». Mais alors, Que l'amour soit cette séparation, y compris de celui qui dit aimer, je trouve ça prodigieux. alors de quel désir parle-t-on quand on parle du désir vis-à-vis d'une autre personne? Eh bien, ça ne peut pas être son désir à soi, celui qui vous permet quand même de se protéger de la violence qu'il y aurait de ne pas obéir à l'injonction paternelle ou maternelle. Il y a une violence d'avortement de soi, une manière de dire les choses iraient mieux si tu n'étais pas né. Je prends comme exemple l'exemple de Trump. C'est quand même l'exemple de quelqu'un qui est à côté complètement pour lui. C'est une aberration, une faiblesse, d'être lui-même, c'est pas là qu'est la question. C'est hors question. Et j'ai appris par une amie très chère qui m'a dit « Mais j'ai lu son histoire, tu sais que son frère s'est suicidé parce que le père de Trump lui disait constamment qu'il était un minable, qu'il ratait pas du tout. » Et c'est pas tellement pour parler de Trump, n'est-ce pas? Mais c'est pour se dire à quel point cette injonction, c'est celle qui nous a été faite à nous-mêmes, d'être quelqu'un d'autre que soi par le mépris que l'on a de ce que l'on est, dans sa pauvreté, Et tout est là. Ce chemin vers soi, pour moi, ou le chemin divin, disons, c'est le même. C'est se voir et se découvrir et se contempler dans la naissance de nous-mêmes. Et c'est la seule chose qui est importante, parce que obéir, tu le dirais Hugo, à être l'objet dans un monde qui ne se connaît que ça, l'objet, la paperasse, l'administration, la politique, la conformité, quoi. C'est déprimant. Eh bien, quelle que soit cette solitude dont tu parles, elle est quand même dure, elle est très dure, mais elle est quand même une naissance. Et en ça, une naissance, c'est toujours un événement merveilleux. Parce que dans cette solitude, il y a une vérité de soi, parce qu'il n'y a pas le regard des autres impliqué dedans, finalement. Oui. Parce que c'est une solitude qu'on peut rechercher de façon, psychologique. Oui. On peut quand même être en présence des autres, mais ne pas considérer que leur regard détermine la façon dont on est, notamment quand leurs propos sont rabaissants. Oui, et tu as raison, rabaissant est dans une logique d'appropriation de l'être chez l'autre, pour le réduire à l'objet. Prenons quelque chose de simple, la chasteté. La chasteté, dans le fond, c'est le passage de l'appropriation de l'autre, comme objet, à la contemplation de l'autre, qui est l'amour. Si ça existe, je ne dis pas, c'est là notre façon d'aimer, non. Mais regarde, dans le fond, on érotise l'objet dans le génital, et on appelle ça sexualité. Mais la sexualité est un des facteurs le plus merveilleux qui soit de l'amour. Il est créé par le divin. Il est quelque chose qui vous porte vers la jouissance de cette contemplation de l'autre dans le partage de l'ensemble du corps qui est le nôtre. C'est une merveille, mais c'est un danger. Donc on va érotiser l'objet pour disparaître dans la dimension émotionnelle et affective. C'est pour ça que, je dirais, la réduction de la sexualité à l'objet, c'est une manière de déposséder cette sexualité de la dimension fusionnelle de l'amour et de la contemplation de l'autre. Et on se sent effectivement beaucoup moins en danger. Mais cette érotisation de l'objet, on appelle ça une loi naturelle. Non,
Moi, à mon avis, c'est une loi contre nature. Il m'est arrivé de la pratiquer. Mais maintenant, je sais que c'est contre nature. Ce dont on a besoin, c'est d'amour. Le reste, ce sera Alors, insuffisant. en général, l'acte sexuel, c'est un lieu de règlement de compte Oui, personnel. j'en suis convaincu. Où on prend plaisir, justement, à parler à quelqu'un d'autre Oui. dans, justement, un acte de possession. Et qui ne prend pas forcément la forme, justement, d'être pris physiquement. Hein. C'est posséder l'autre dans un aspect Oui. où on sent qu'on a un dessus psychologique, Oui, quelle que soit la oui, forme, qu'on tu as soit raison. le dominant ou le soumis. Oui, oui. Ça, c'est superficiel, Oui, dans le fond. oui. C'est qu'un théâtre. C'est un théâtre, mais dans ce théâtre, la femme a un glaive très puissant. Ah. C'est son corps. Ouais. Le plus trumpiste des hommes va se mettre affalée. Elle sent qu'elle est puissante. Et comme la femme est naturellement mauvaise, non, c'est une blague. Hein. Elle jouit de la destruction des hommes. On ne parle de personne en particulier. Non, qui serait présent dans cette pièce, impossible. Donc, ce travail-là, c'est d'érotiser l'amour plutôt que le génital, en ramenant la sexualité à un acte purement pulsionnel. Non, son destin, il a été créé pour ça, c'est une totalité de nous dans la relation de l'autre et de la contemplation de l'autre. Et dans le fond, c'est un acte qui nous exclut de la solitude nécessaire pour acquérir cette fameuse liberté. Oui. Qui est le seul et unique moyen d'obtenir cette liberté, elle est d'être face à soi-même. Ben, ce que tu dis, Hugo, ça me paraît important. C'est-à-dire quand on accepte dans sa vie de rompre avec le fait d'être l'objet du désir des autres, en particulier oedipien, eh bien ça se traduit par une solitude. Et c'est ça qui est étonnant, parce qu'elle est tellement proche de la solitude qui était la nôtre enfant, de toujours être une cause de déception pour ses parents. C'est celle-là la solitude. C'est pas le fait de passer d'une appropriation à une contemplation. Tout le monde peut attendre ça. Mais ça ne doit pas être générateur de solitude. Au contraire, on est beaucoup moins seul. Mais la solitude, c'est cette rupture définitive par la réconciliation avec soi-même à l'égard de la possessivité de ses parents qui était la condition de l'appartenance de soi au désir qu'ils avaient que nous soyons l'objet convenable, qui convenait le plus souvent à leur puissance, parce qu'ils avaient évidemment une vision d'eux-mêmes dépréciée. Ils vont utiliser l'enfant que nous sommes pour essayer de se valoriser à leurs propres yeux, en faisant de nous cet objet dépendant. Il y a un moment, on peut se dire, eh bien, si on le sait, on va rompre avec ça, et on va passer par une condition chaste, je dirais, chaste dans ce sens-là, qu'elle ne s'exerce que par amour et pour l'amour, et qu'on rompt avec l'idée de génitalité. Tu connais mon point de vue là-dessus, à quel point il est la disparition de soi dans l'être et l'appartenance à l'objet. Et qu'est-ce que l'on peut dire à quelqu'un qui ressent cette solitude et qui ne la perçoit pas comme un chemin, mais comme une contrainte, finalement? Parce que c'est dur aussi de la confondre avec la solitude subie. Oui, et tu as tout dit, Hugo. C'est un chemin. C'est un chemin. Moi, j'ai pensé récemment, où je suis allé rencontrer ce moine-là, que j'ai vu si proche de lui-même ici, et que j'ai vu si éloigné de lui-même. Il s'était durci. Tu peux nous raconter cette histoire un peu plus en détail que les auditeurs puissent le comprendre? On est allé à Conques parce que c'était le lieu de quelque chose, en tous les cas, qui m'attire, c'est l'idée de chemin. C'est-à-dire, tout d'un coup, on ne vient pas... Et de chemin vers soi. Et ma conviction profonde, elle est personnelle, hein, je ne veux convertir personne, c'est que le chemin vers soi est le même que le chemin divin en soi. Seulement, nous avons les moyens de dire non et d'aller ailleurs que ce chemin vers nous pour les raisons dont nous parlions, de satisfaire à la volonté puissante et violente de nos parents. Et cet homme-là, je l'ai rencontré, ce moine, c'est un moine prémontré, je l'ai rencontré avec Samy sur le pont.
Et il m'a dit, ben, venez là-bas. Il était normal, je dirais, c'est-à-dire accueillant, puisque les prémontrés de Conques sont des gens accueillants. Puis, c'est tel que les définit leur position de moine. Moinos, seul. Tu en parlais, la solitude. Mais ce n'est pas que la solitude. Mais lui, il est dans la solitude. Et je dirais, parce que je l'ai retrouvé là-bas, et je me disais, tiens, le chemin auquel je suis tellement attaché, le chemin de chacun que nous sommes, c'est quelque chose, et être accueilli dans ce chemin, ben, peut-être on le fait. C'est pénible pour nous d'accueillir Maëva, mais on accepte. Mais il s'était durci, je ne l'ai pas reconnu du tout. Et pourtant, sa vocation, ce qu'il pense être sa vocation, c'est d'accueillir des pèlerins. Par contre, les pèlerins, je les voyais dans la rue, et on sentait quelque chose de profond. Beaucoup viennent parce qu'ils ont perdu un enfant, un conjoint. Il y a une souffrance réelle, il n'y a pas d'apparence. Et ils sont tout seuls, d'ailleurs. Et ça m'a fait penser à la solitude dont tu parles. Il y a une solitude qui est très difficile, mais qui nous fait naître. Et c'est pour ça que toute naissance est dans la douleur. Saint Paul dit « Le monde gémit dans les douleurs de l'enfantement ». C'est magnifique. Et ce cheminement douloureux de la solitude, puisque nous en parlons, est une naissance, mais un cheminement dans la douleur, le temps de se débarrasser de ce vieil objet qui nous mettait dans un état plus paisible, mais d'appartenance au désir de l'autre. C'est plus agréable. Et là, je l'ai ressenti chez cet homme. Il n'était plus lui-même, et il était dans une souffrance réelle. Alors que je l'avais connu, eh bien, normal, je dirais. Et parce qu'il était à son domicile, là où il avait un titre et qu'il était quelqu'un. Du coup, il pouvait faire preuve de sa volonté de puissance, de l'expression de sa volonté de puissance. Et bizarrement, il s'était durci, comme tu décris souvent. Je sens que tu comprends bien ça, mon cher Hugo. Et là, tu parles alors de la complicité que nous avons avec le monde pour œuvrer à la destruction de soi, hein, sinon à l'avortement de soi. Tu as raison, je suis ton avis en tous les cas, je pense que tu as raison. Et comment on fait alors pour cultiver, par exemple, son esprit de liberté et de solitude intérieure et créatrice, par exemple dans le cadre du couple et du quotidien du couple? C'est quand même dur d'allier les deux, finalement. Oui, mais regardons, au centre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le normatif. Et quand il y a un couple, qu'est-ce que nous dit le normatif? Eh bien, on vit ensemble. On se met dans le même espace de vie. Or, quand Platon dit ce qui fait le désir et la nature de l'amour, c'est le manque, il a complètement raison. Mais, je veux dire, si je refaisais ma vie, je reprenais tout à zéro, ce qui n'est pas possible, comme tu sais, jamais je me marierais ou dans des conditions de créer une famille sur le même lieu. Je ne sais pas quelle forme ça aurait, mais ça, tu vas vers une forme d'oubli de toi-même en te conditionnant, qui va justifier quand même ta colère. C'est-à-dire, il y a un moment, tu sens qu'il y a plein de choses qui te quittent dans le désir de l'autre, que tu as de l'autre, et qui va justifier ta violence propre et te ramener vers la relation, justement, dont nous parlions, à l'objet, dont on ne veut pas se... Parce que là, pour le coup, là, on correspond à la volonté du regard de la société. Oui. Si en plus les parents avaient ce désir-là, bon là c'est total. Oui, mais ils l'ont, et il est le désir de la conformité. J'ai été étonné, si je peux parler de ma vie, si vous le permettez, la seule claque, mais sauvage, que j'ai reçue de ma mère, c'est quand j'ai été viré du lycée Henri IV, j'étais dans la salle de bain, et c'était quelqu'un de doux. Et je chantais la chanson qui venait de sortir d'Édith Piaf, « Non, rien de rien, je ne regrette rien ». C'était pas agréable, mais ça veut dire que dans son désir et dans son absence, il était dominé par un projet qu'elle avait pour moi qui remontait à sa vision de la femme et vision de l'homme très particulière. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il est violent ce projet de la parenté pour soi comme objet. On n'a pas intérêt à passer de côté à côté. Ou ça génère une extrême violence parce qu'on n'est pas
comme ils veulent que l'on soit. On sort du cadre. Oui, on sort du cadre. Mais pourquoi pas, dans le fond, se dire que la vie même et le monde réel, c'est d'être en dehors du cadre. Et que c'est pas naturel d'être dans un cadre, puisque c'est la destruction du vivant en nous. Par On en définition, c'est hors cadre, puisque la société, par définition, a conçu le cadre. Oui. Donc, Oui. c'est Oui. nature Oui. contre société, dans le Oui, fond. bien sûr, bien sûr. Mais comment réussir à réaliser, garder la nature de son désir, Eh bien, de sa volonté propre, et d'être quand même intégré au cadre, parce que Oui. sinon on devient l'ermite dans sa grotte, Bien finalement. sûr. Mais c'est respecter ce qui vous met dans ce désir de soi, beaucoup l'aspect créatif. Mais respecter pour tout le monde. Hein. Parce que c'est la violence, c'est pas de se mettre soi dans une décision de détresse ou de bonheur personnel. Ça ne regarde que soi. Mais qu'est-ce qu'on dit à l'autre? Je disais le cantique des cantiques, quand le bien-aimé dit « va, deviens toi-même et va vers toi-même ». Dans l'exemple dont tu parles, c'est pas ta liberté qui est en jeu. C'est le désir totalitaire, pourtant ça devrait être antinomique avec la notion de désir, mais il peut être absorbé tout de suite par une totalité de puissance sur le projet qu'on a pour quelqu'un. Qu'il soit bâti autrement, qu'il ait d'autres façons de vivre, qu'il n'ait pas la sienne, etc., etc. Et il nous intéresse dans cet asservissement de l'être, justement, c'est lui, qui est une des conditions de l'accomplissement chez soi. C'est pour ça, je pense qu'on peut prendre en compte que son aliénation dépend beaucoup de la liberté qu'on accorde à l'autre. Est-ce qu'il y a une liberté qu'on accorde à l'autre? On projette sur l'autre quoi? Qu'il faut qu'il soit comme on veut qu'il soit, et non pas comme il est. Et que comme il est, on l'aime moins que s'il était comme on veut qu'il soit. L'objet idéal. Ce regard-là est un regard qui a été meurtrier pour soi et qui est meurtrier pour l'autre. Je dois souligner, excuse-moi Hugo, je termine ma phrase, que l'autre sera d'accord pour n'être qu'un objet, puisqu'il a le même problème que nous, de ne trouver une certaine liberté, une certaine sécurité, que dans cette condition d'objet. Donc c'est pas lui qui dira, non, je vais vers moi-même, je vais construire ceci, cela, toi. Mais il va sentir quand même que toi, tu as ce projet de séparation. C'est le maître mot, la séparation. Vas-y, tu voulais... Oui, parce qu'il n'y a pas deux personnes, il y en a trois. Il y a soi, l'autre et le couple. Et en fait, dans le couple et la vision contemporaine qu'on en a, en tout cas, il y a une interdépendance romantique, la vision de l'autre en tant que moitié. Et donc, il y a un conditionnement par la société à l'idée que l'autre soit soi-même et qu'on est en représentation, justement, constante. Oui. La notion de sortir, faut sortir à deux, faut tout faire à deux. Oui. Je trouve passionnant ce que tu dis, mais totalement faux. Il n'y a pas soi, l'autre et le couple. Il n'y a que le couple. Le soi et l'autre, c'est des intrus qui sont voués à disparaître. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Je le fais exprès. Mais que la cohabitation soit possible, j'y crois pas une seconde. Le totalitaire, c'est toujours la disparition de soi dans la relation à l'autre. Toujours. Me regarde pas avec méchanceté, Maëva. Tu sais que je t'aime. Non, je déconne. Ce sera plus cher. Hein. Voilà, qu'est-ce que tu aurais quelque chose à... Non, je pense que... On était sur le sujet de la liberté de façon générale, comment la cultiver, comment aider les gens à se tourner vers eux. Tu parlais du créatif tout à l'heure. Mais ta phrase est magnifique. Comment aider les gens à se tourner vers eux? Si tu les aides, c'est que c'est des infirmes. Ils n'ont pas compris. Occupe-toi de toi et jamais des autres. Ils ont le droit de se perdre. Ils ont le droit d'être ce qu'ils ont choisi d'être. Le problème, c'est d'accepter, de porter en soi la naissance de soi, qui dépend de l'interdit, qui est impossible en raison de l'interdit. Je le disais,
oedipien le plus souvent. C'est ça dont on doit s'occuper. Ça revient à ce dont on a souvent parlé, Hugo. L'idée que cet avortement de soi trouve sa pathologie dans l'idéologie, l'idéos grecque. Et Dieu sait qu'ils sont bavards, les Grecs. On se demande qu'est-ce que... Bon. Et que les idées, l'analytique pour l'autre, c'est toujours sublimé dans la générosité. Mais c'est pas par générosité qu'on va s'occuper de l'autre. C'est pour le dominer. Toujours. Tout ce qui est extérieur à soi a un projet de puissance. Si tu as un projet d'amour, tu te tournes immédiatement vers toi. Et tu cherches des solutions pour respirer mieux, pour boire à la source qui est souvent dans le désert, parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans la vie des hommes. Essayer de trouver ce chemin vers toi. Pour le reste, tu vas dire comme Socrate, je sais pas. Remarque que si j'avais Socrate ici, je lui dirais, si tu sais rien, il dit, je sais que je ne sais rien. Comment tu sais que tu sais rien? Mais enfin, bon, il dirait, il m'agace, Pierre. Il est pénible, là. Comment tu sais que tu ne sais rien? Très bien. On va finir sur une petite phrase rhétorique. Bon, on espère que ça vous a plu. On sait déjà qu'il y a une auditrice qui se sera fait un peu spoiler l'épisode. Et oui, si on ne peut pas l'entendre, il faudrait un autre micro. Oui. C'est cher? Non, il est juste à la maison, c'était pas prévu qu'on ait une tierce personne. Quand il parle d'argent, il me regarde moi. Mais la solution, elle est en toi, Pierre, elle est pas chez les autres. Tu comprends? Tu vois? Il me semble que, tu me dis si je me trompe, hein, mais que Maëva t'avait parlé de son désir de venir, non? Ah, peut-être, oui. Si c'était possible. Oui. Il faudrait qu'elle désire aussi venir avec un sujet, pas simplement désirer de venir. Ah, il y a des conditions. Non, que je lui renvoie. Mais non, mais si tu veux ma sincère réflexion sur ce sujet. Sincère, bien entendu. Moi, j'imagine qu'il y a quelque chose d'autre derrière cette volonté d'apparaître. Et je pense que ce désir-là est toujours le fruit de la même problématique. J'en suis profondément et intimement convaincu. C'est l'autre qui a un problème. Hein. Eh bien, je trouve que la conclusion est magnifique. Mais on en rediscutera. Oui. Allez, salut tout le monde. Et le titre, Hugo, le titre est magnifique. C'est l'autre qui a un problème. Ce sera le titre. On a tous un problème, mais on l'exprime chacun à sa manière. Oui, et ce qui veut dire que chez l'autre, il est beaucoup plus puissant, le problème. Pas forcément. Non, pas du tout. Mais comment ça se fait que, si je t'entends, dis-moi, tu es comme moi, et c'est la vérité, un et des problèmes. Mais comment on peut, si on est aveugle ou si on ne considère que les problèmes des autres, eh bien, avoir un bon jugement sur ce Moi, qui je est pense bon que, pour les autres. justement, c'est la notion de juger parti. Je pense qu'il est beaucoup plus facile de voir le problème des autres, parce que justement, on n'est pas impliqué directement sauf si c'est un rapport que l'on a directement avec l'autre. Oui. Et ça, je pense, c'est une évidence en général. Peut être spectateur non impliqué, c'est possible. De ton point de vue, ça dépend de la nature du problème de l'autre. Ça dépend si son projet ne nous concerne pas directement, si c'est pas nous le sujet. On appelait ça au temps des Grecs les sophistes. Oui, je sais. mais je suis vraiment totalement en désaccord avec ce point de vue. C'est bien. Je pense sincèrement qu'il est toujours plus difficile de se voir soi que de voir les autres. Ah oui. Quand il s'agit d'un traitement de problème. Bon, on en reparlera la prochaine fois. Les prochaines fois. Bon, j'embrasse tout le monde et à la prochaine fois, oui. Allez, salut. Salut. Merci d'avoir traversé ce jardin en notre compagnie. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de le liker et de le partager. Pour y participer en nous soumettant vos questions, c'est simple. En description se trouvent nos contacts. Et revenez quand vous voulez. La porte reste entrouverte. J'ai vu l'enfer. J'ai peur sans arrêt. Je veux pas mourir. Une telle souffrance. Tout dépend de la façon dont tu regardes les choses. Alors ne t'en fais pas. Hein. Si tu as peur de la mort, si tu te cramponnes trop, tu vois des démons qui t'arrachent à la vie. Mais si tu as fait la paix en toi, alors ces démons deviennent des anges qui t'affranchissent du poids de la terre. D'accord? Bon, relax.
Relax.